Manon Aubry, qu'est-ce que tu penses de ta coupe de cheveux? Députée européenne du Parti de la France Insoumise depuis 2019, tu es engagée dans la politique depuis ton plus jeune âge. Manon Aubry, merci d'être à mes côtés en interview. Merci de l'invitation. Eh ben, ça fait très plaisir parce qu'on va pouvoir revenir justement sur ton histoire de vie, sur toute cette histoire. C'est pour ça que je suis sur un canapé. Ouais, qui t'a conduite quelque part à devenir la femme politique que tu es aujourd'hui. On peut commencer par les bases, si ça te va, hein, bien sûr. D'où tu viens, de quoi tu rêvais quand tu étais gamine, est-ce que tu rêvais déjà politique très très jeune? Non. Alors, j'ai grandi dans le sud de la France, dans le Var, à Saint-Raphaël pour être très précise. Le reste de ma famille vient notamment de Corse, un petit village au sud de la Corse. Ma mère était journaliste, donc forcément on parlait et traitait de la politique à la maison, mais quand j'étais petite, elle n'était pas engagée. Et moi, quand j'étais jeune, surtout ce dont je rêvais, pensais et qui m'obsédait au quotidien, c'était le sport. Parce que je faisais beaucoup de sport, et j'en fais encore aujourd'hui beaucoup. Fan de water-polo? J'en pratique le water-polo. Ah, tu le pratiques? Ah ouais, je pratique le water-polo. On n'a pas eu de médaille au dernier JO. Non, on ne s'est même pas qualifié en huitième de finale, malheureusement. Mais c'est un formidable sport, j'en profite pour faire la promo, qui mérite d'être plus connu. Et quand j'étais jeune, je faisais de la natation à haut niveau, j'étais en sport-études, donc j'avais les horaires aménagés, etc. Donc c'était surtout ça, mon horizon de vie, en fait. Et quand tu pratiques beaucoup de sport, tu deviens un peu bébête, parce que tu nages, tu comptes les carreaux, tu as 3 heures d'entraînement par jour. C'était ça, en fait, mon cadre de vie. Mais forcément, j'étais assez politisée, en plus, dans une région qui est très, très à droite, voire d'extrême droite. J'étais dans le même lycée que David Rachlin, qui est le maire Rassemblement National de Fréjus. Et Gabriel Attal aussi, par la suite? Ah ouais, ça c'était beaucoup plus tard, parce que Gabriel Attal, lui, il vient du 6e arrondissement de Paris, hein, c'est pas mon cas. Ah oui, d'accord, l'arrondissement d'Émilie Paris. Oui, voilà. C'est vrai. On mais en parlera lui, il a peut-être. été dans une école privée à Paris, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, et en fait, la première fois que je me suis politisée, c'était parce que à l'époque, en 2006, pour ceux qui se souviennent, la mobilisation sur le contrat première embauche, c'était un nouveau contrat de travail que Dominique de Villepin voulait mettre pour les jeunes, qui clairement c'était l'emploi le plus précaire de la Terre. Et en fait, des mobilisations spontanées sont organisées partout en France. Et j'ai organisé dans mon lycée. On a bloqué mon lycée. Je pense que c'est la première et la dernière fois que mon lycée a été bloqué. Parce que c'est pas un lycée où il y a beaucoup de mobilisation sociale. Mais de fait, je me suis politisée comme ça, en organisant dans mon lycée, puis les lycées d'à côté, puis ensuite sur toute la Côte d'Azur jusqu'à Nice. Donc voilà, on organisait la mobilisation le matin à Saint-Raphaël, puis après on allait à Cannes et on allait à Nice pour la grosse manif l'après-midi, les jours de mobilisation. Et voilà, c'est comme ça que, par la force des choses, en fait, que je me suis politisée. Oui, parce qu'il est très précoce, cet engagement politique. À 15 ans, en effet, tu milites pour le non-référendum sur le traité constitutionnel européen. La même année, tu t'opposes à la réforme Fillon dans l'éducation nationale. L'année suivante, tu participes au mouvement contre le contrat. Tu viens de le dire, première embauche CPE. Tu organises donc le blocage de ton lycée. C'était couillu quand même. Avant d'être élue en 2019 pour représenter la France, tu seras élue en tant que lycéenne au Conseil supérieur de l'éducation. Et lorsque tu étais étudiante à Sciences Po Paris, tu milites à l'Union nationale des étudiants de France. La politique au sein de ta famille, hein, vraiment dans ton cocon familial, ça représentait quoi ? Bah en fait, c'était comme ma mère et mes deux parents étaient journalistes. En fait, on parlait de tout ce qui se passait tout le temps à la maison. Donc en fait, la politique, c'était du quotidien. Mon grand-père, qui était pas forcément engagé politiquement, mais qui a été syndicaliste et puis qui a été un compagnon de route de la gauche, on va dire. Je me souviens, il regardait, comme font beaucoup de personnes âgées, il regardait les questions au gouvernement le mercredi après-midi en commentant. Enfin voilà, c'est la politique des discussions de famille. Ça allait pas beaucoup plus loin à cette époque-là. Et moi, à ce moment-là, j'avais jamais pensé faire de la politique. Mais d'ailleurs, jusqu'au jour où la France Insoumise me propose d'être tête de liste, j'avais jamais envisagé de faire de la politique. Ce qui est différent, tu vois, un engagement syndical, associatif, tu défends les étudiants. Ensuite, moi, j'ai travaillé dans la lutte contre l'évasion fiscale. Donc, mon but, c'était, je travaillais pour documenter les grandes entreprises qui ne payent pas leurs impôts, tu vois, les Apple, Amazon, qui font de l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux. J'ai travaillé pendant plusieurs années en Afrique, notamment au Congo, où je documentais les violations des droits de l'homme des entreprises minières. Donc les Apple, de nouveau, tu vas dire que j'ai une obsession pour ces entreprises-là. Mais ces entreprises-là qui exploitent
des enfants, de la main-d'œuvre, des gens dans des mines au Congo, pour ensuite pouvoir extraire du cuivre et du cobalt que tu vas retrouver dans ton iPad, dans tes téléphones, etc. Donc, tu vois, j'ai fait plein d'engagements différents sans jamais envisager de faire de la politique. Et pour moi, c'était pas fait pour moi. En vrai, ça me dégoûtait aussi, on va pas se cacher. L'engagement politique, je le trouvais pas forcément sincère. Je le trouvais violent. Donc je me suis jamais posé la question d'avoir un mandat politique, de m'engager dans un parti politique. Ça, j'avais jamais envisagé. Violent entre politiques, violent aussi par rapport aux citoyens qui commentent, qui jugent, violent aussi peut-être par le traitement médiatique des journalistes. Et ce qui est intéressant, c'est que tes deux parents étaient journalistes. Aujourd'hui, toi, Manon Aubry, t'es pas forcément super bien traité dans les médias. Non, c'est le par les journalistes. C'est moins qu'on peut se dire. Bah ouais, mais qu'est-ce que tes parents te diraient, eux qui étaient journalistes? Comment ils le justifieraient? Qu'ils ont honte du journalisme d'aujourd'hui. En plus, mon père a été pigiste, donc il a été aussi assez précaire. Donc j'ai vu aussi la précarité du milieu journalistique. Hein. Les journalistes, c'est pas que les stars à la télé. Derrière, t'as plein de gens qui galèrent, qui font des petites piges. Donc ils travaillent un jour pour le journal, un jour pour le journal d'après et tout. Ma mère, elle était journaliste dans le journal local 20 Matin, donc j'ai vu aussi l'évolution des moyens dédiés au journalisme local. Avant, ils avaient un photographe et un rédacteur. Après, ma mère, à la fin, devait faire les photos. Franchement, c'était pas son métier, elle savait pas bien les faire. Donc, j'ai vu la dégradation du journalisme qui consiste plus nécessairement à chercher la vérité, mais à faire du buzz. Et ma mère, parfois, a honte de ce métier, qui est un beau métier. Franchement, journaliste, c'est un super métier. Quelque part, toi, tu t'essaies un peu aussi au journalisme. C'est la quête de vérité perpétuelle, c'est informer les gens, savoir ce qui se passe autour de nous. Moi, je continue à avoir une haute idée du journalisme en tant que tel, mais pas du journalisme que je vois au quotidien, qui cherche juste la petite phrase qu'on va sortir, qui va leur permettre d'avoir la dépêche AFP et qui, du coup, va faire parler d'eux. Mais si tu tires le fil, pourquoi ils font ça aussi ? C'est aussi lié à la précarité du milieu journalistique. Combien de journalistes j'ai vu chercher le buzz? Ils cherchent le buzz pour pouvoir percer et pour avoir un monté dans la hiérarchie de BFM, de CNews, de LCI, de je ne sais quoi d'autre. Et pour moi, il faut avoir une analyse un peu générale sur les médias, à la fois qui est liée à la précarité de ce milieu du travail et qui est liée aussi à qui possède les médias. Il y a des médias que tu refuses de faire, où tu dis non, j'irai pas là-bas. Cyril Hanouna, j'y suis pas allée, il m'a invité plusieurs fois pour TPMP dans la campagne des européennes. Et je veux dire, il a passé la moitié de la campagne à nous insulter. Donc moi, je conçois qu'on soit pas d'accord avec moi. C'est la démocratie, c'est beau la démocratie. Je suis sûre, il y a plein de gens qui vont regarder cette émission et je leur demande pas forcément d'être d'accord avec moi. Peut-être que je vais quand même les convaincre, ça c'est la beauté de la démocratie. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse s'écouter, qu'on puisse défendre des idées. Et en fait, quand tu te fais insulter par un présentateur télé, c'est plus du journalisme. À quel moment il vous a insulté ? Le nombre de fois où il a dit qu'on était des islamistes, qu'on faisait des votes communautaires, il nous a insulté de tout, qu'on était des violents. Je veux dire, tu as vu la séquence avec mon collègue Louis Boyard, parce que je sais que tu l'as reçu récemment. Donc, oui, c'était des insultes, vraiment. Et encore une fois, tu as le droit de ne pas être d'accord avec nous. C'est l'essence même de la démocratie. Et j'ai aucun souci à avoir de la contradiction. Et même j'aime bien ça, tu vois. Pourquoi tu n'y vas pas justement pour lui expliquer et lui dire tout ça ? Mais parce qu'il ne nous offre pas le cadre pour le faire. Si j'y vais et que son but, c'est juste de parler plus fort que moi, de ne pas m'écouter et que ça finisse en altercation, on n'est pas là pour nourrir les machines à buzz. Nous, on est là pour défendre des idées. Et tu vois, je te disais tout à l'heure que j'avais beaucoup hésité à m'engager en politique. Parce qu'un truc qui m'a vraiment frappée, juste avant d'être élue au Parlement européen, donc en 2019, avant que la France Insoumise vienne me chercher pour être tête de liste, je travaillais pour l'ONG Oxfam. Mon boulot, c'était documenter les pratiques d'évasion fiscale des entreprises multinationales, 2, faire des recherches sur l'évolution des inégalités dans la société. Donc j'écrivais des rapports et j'étais porte-parole aussi. Donc j'allais dans les médias et je disais c'est pas normal, la fortune des 500 milliardaires a été multipliée par 2 pendant que de l'autre côté, ce que possèdent les plus pauvres a été divisé par 2. Bon, bref, ce genre de choses, de chiffres que c'était étayé, documenté et tout. J'allais sur les plateaux télé, on m'écoutait. Il y avait de la contradiction, je représentais une ONG qui luttait contre les inégalités et l'évasion fiscale, il y avait de la contradiction. Mais on m'écoutait. Et 3 mois plus tard, quand j'ai été tête de liste aux européennes,
je disais sur ces sujets-là exactement la même chose. C'était mon cursus, ma formation, mes centres d'intérêt. Je disais exactement mot pour mot la même chose. Et là, c'était d'une violence inouïe, bolchevique, tu vas tout nous confisquer. Non, là, on ne demande pas, rassurez-vous, on va confisquer rien à personne. Quand tu as juste les 300 familles les plus riches qui payent 2% d'impôts pendant que tous les gens qui nous regardent payent 50% d'impôts, il y a un problème. On va en parler un petit peu plus tard dans l'interview de cette notion-là. Je te raconte tout ça parce que, oui, il y a une forme de violence inouïe et inhérente au monde politique que j'avais sous-estimée, qui est une des raisons pour lesquelles j'avais hésité à m'engager. Et si au final je me suis engagée, c'est notamment via plein de discussions que j'ai eues avec des amis et qui m'ont dit ok, tu trouves ça violent et je me sentais pas bien représentée par ailleurs par le milieu politique, mais ils me disent si tu vas pas alors que tu en as l'opportunité, tu pourras pas te plaindre. Et si tous les dégoûtés s'en vont de la politique, alors il reste plus que les dégoûtants. Et je le dis aussi pour tous ceux qui, surtout en ce moment, se disent putain, les politiques ils sont pas à la hauteur. Mais venez, les portes sont grandes ouvertes, faisons différemment, faisons autrement. Mais on ne peut pas juste laisser une poignée de dégoûtants s'occuper de nos vies et se dire que ça ne nous concerne pas. Parce qu'à la fin, c'est ce qu'on a sur notre compte en banque, c'est les étudiants combien ils ont de bourse, c'est le prix qu'on va payer au supermarché. Tout ça, c'est organisé par la vie politique. Et ça, c'est un truc qui m'avait vraiment frappé et c'est le truc qui m'a fait « Ouais, ok, tu ne vas pas leur laisser le terrain et tu vas y aller, tu vas te battre. » Le temps que tu seras là, mais tu vas te battre, quoi. On va parler du nouveau gouvernement dans quelques instants, mais avant, je veux continuer un petit peu sur ton histoire de vie, puisqu'on disait que adolescente, depuis que tu es adolescente, tu es très engagée, tu t'es très rapidement politisée, mais est-ce que tu avais la place pour vivre ta vie de jeune adolescente, pour te construire en tant que future jeune femme, étant plus jeune? Est-ce que tu avais le temps d'avoir des amourettes quand tu étais plus jeune? Oui, heureusement quand même. Mais je dirais ce qui m'a bouffé le plus de temps de nouveau, c'était le sport quand j'étais jeune. Parce que j'ai passé 3 heures par jour dans une piscine à m'entraîner. Ensuite, avec la préparation physique et tout. Mais oui, heureusement, j'ai eu une vie de n'importe quel jeune, à part ça, n'importe quel jeune qui sortait. Comme j'ai grandi au bord de la plage, je peux te dire que du mois d'avril au mois d'octobre, clairement, il y a une partie des cours qu'on allait passer sur la plage. et c'est normal, quoi. Et c'était une vie chouette d'ado, même si c'était aussi une vie qui était construite, que j'analyse avec mes yeux de maintenant. J'ai 34 ans maintenant, forcément, quand je revois ma vie de quand j'avais 15-16 ans. Une vie qui était construite dans un monde archi-patriarcal, où tu vois, la notion de consentement n'existait pas, mais même dans nos consciences, dans nos discussions. Je vois comment, en une toute petite génération, on a réussi à initier, parce que c'est loin d'être fini, un changement de conscience, y compris dans notre première approche de gamin ou d'ado vis-à-vis de nos premières relations amoureuses, nos premières relations sexuelles, etc. Et ça, je pense que c'est hyper important et on n'a fait que initier. Mais la prise de conscience féministe, je trouve qu'elle a commencé à ma génération, elle est en train de progresser, il y a encore un long travail. Mais ça change aussi tes relations à l'autre quand tu as 15, 16 ans, 17 ans, que tu découvres ton propre corps, le corps de l'autre, etc. Tu as 34 ans. Ouais. Tu travailles énormément. Ouais. Ah bah oui, ça se voit, je trouve, en tout cas. T'as une place pour l'amour, pour un partenaire, pour quelqu'un dans ta vie. Ça fait peur d'être Manon Aubry quand on fait des rencontres? Oui, j'ai quelqu'un et après, forcément, il doit s'habituer. Il détesterait que je parle de lui et il déteste que je l'évoque. Donc, on va refermer vite la parenthèse parce qu'après, je vais avoir un problème avec lui. Mais en gros, oui, forcément, c'est un peu particulier parce que dès qu'on sort, dès qu'on va quelque part, t'as des gens qui vont... Et les gens sont globalement super gentils. Hein. Vont venir me voir, me demander un selfie, papoter avec moi, etc. Ah, donc parfois, t'es même avec ton compagnon? Oui, souvent, oui. Et lui, il n'est pas du tout en politique? Non. Il le vit comment? Il s'habitue, tu fais avec. Oui. Enfin, tu fais un package, quoi. Il fait la photo, parfois. Oui, très souvent. Il fait la photo, il fait la discussion. Quand les gens sont un peu longués, tu vois, il finit la discussion. Non, en fait, mais tu vois, mes potes aussi, mais ça les fait rire. Parce que j'ai vraiment essayé de garder, entre guillemets, ma vie d'avant. Tu vois, cette semaine, j'ai repris mes entraînements de water-polo. Mon club de water-polo et mon équipe de water-polo, je jouais avant de m'engager en politique. Et donc, c'est des gens où, en fait, ça leur fait bizarre parce qu'ils voient la Manon d'avant.
qui est leur pote, qui est leur collègue, qui est celle avec qui ils jouent dans l'eau, et ils me voient pas. Si tu veux, souvent ils me disent la Manon Aubry qu'on voit à la télé, c'est pas la même que la Manon qu'on connaît. Et en fait, ça c'est hyper important. Quand tu t'engages en politique, il faut absolument être bien entouré. Sinon, en fait, paradoxalement, tu t'isoles. Tu vois plein de gens dans la rue qui viennent te voir, mais tu es dans un monde parallèle. Si t'as pas tes potes, ta famille, tes proches qui te ramènent à ta vie d'avant, à ce que tu es, etc., t'es mort. Et puis qui te traite aussi comme Manon, tout Mais simplement. grave. Et pas Manon, la femme politique vindicative qu'on peut voir dans les médias. C'est hyper important. Il y a un autre truc que j'ai fait pour essayer de garder les pieds sur terre, parce que vraiment, ça me faisait flipper quand je me suis engagée. Et vraiment, je me suis dit, c'est un monde à part, différent, c'est pas le mien, etc. Je me suis écrit une lettre à moi-même. Ah, sympa. Donc, je l'ai encore. Où vraiment, qui commence par « Cher Manon ». Et en fait, j'ai écrit 2 choses dans cette lettre. La première, c'est en gros pourquoi j'ai fait ce choix-là, pourquoi je me suis engagée. Pour tous les moments où je douterais. Et il y en a eu. Et il y en aura. Tu Plein. doutes parfois? Souvent. Tout le temps. Et je pense que c'est sain. Tu doutes sur quoi? Pourquoi je suis là? Est-ce que j'ai tenu la bonne position? Est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Et en fait, je pense que c'est hyper sain. Les hommes et femmes politiques qui viennent te voir, si tu les reçois sur ce canapé, et qui te disent « je doute pas », soit c'est des menteurs, soit c'est des gens qui sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'il faut les dégager. T'as déjà eu envie de tout arrêter? Tout le temps. Enfin, non, tout le temps, c'est exagéré. Souvent. Et je pense que c'est sain. Et donc, quand j'ai des doutes, je relis cette lettre. Et je l'ai relue plein de fois, notamment pendant la campagne des élections européennes. Et dans cette lettre, je raconte pourquoi, en fait, je me suis engagée. Et pourquoi j'ai fait ce choix-là. J'avais beaucoup hésité. Ça a été des mois d'hésitation contre la France Insoumise. Pourtant, tu vois, normalement, n'importe qui... on vient de proposer d'être tête de liste. T'es sûr d'être élu. Normalement, tu dis, ah bah chouette, il va y avoir ma gueule à la télé. Et j'avais vachement hésité. Et du coup, dans cette lettre, j'ai vraiment écrit pourquoi j'ai fait ce choix-là. J'ai repensé à tous ces moments où j'étais engagée dans le milieu associatif. Tu vois, sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale, c'est vachement mainstream maintenant. Tout le monde trouve ça pas normal que Bernard Arnault, il paye pas ses impôts, tu vois. Tout le monde est d'accord avec ça, ou que Total paye pas ses impôts. Tu vas dans la rue, tout le monde te dit oui, je suis d'accord. Et en fait, on perd la bataille politique. Quand il s'agit de changer les règles pour faire en sorte que Total paye ses impôts et arrête de nous faire payer 2 € le litre d'essence, on perd. La vérité, c'est qu'on a perdu. Et donc, je raconte toutes ces fois où, en fait, j'avais l'impression d'avoir gagné et en fait, on avait perdu parce que mon engagement associatif, finalement, ne suffisait pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagée, parce que quand tu es élu et que tu appuies sur le bouton pour ou contre une loi, peu importe laquelle, c'est moi qui le fais. Il n'y a pas un lobby qui est passé au dernier moment pour essayer de me convaincre et tout. Moi, je sais ce que je fais. Alors moi, ça ne suffit pas à faire une majorité. Mais c'est une des premières raisons pour lesquelles je me suis dit non, mais en fait, tu ne peux pas laisser ta chance passer. Et donc, toutes les fois où je doute, je me rappelle pourquoi je me suis engagée en lisant cette lettre. Et en général, ça me donne du baume au cœur et je me dis, mais en fait, tu n'as pas le droit de tout arrêter. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Et ça me donne une force inouïe. Et je pense que c'est hyper important quand tu fais de la politique. Et en même temps, c'est sain de laisser le doute t'envahir. Alors comme ça, tu étais à Sciences Po avec Gabriel Attal. Vous étiez dans la même promotion. Pire que ça. Attal, Aubry. Aubry, mon nom de famille s'écrit A-U-B-R-Y. Ouais. Et donc, le groupe d'intégration, quand tu arrives à Sciences Po, c'est par ordre alphabétique. Donc, Attal, Aubry. Ah oui. Donc, c'est même la première personne que j'ai vue en arrivant à Sciences Po. Vous entendiez bien? Écoute, c'était un peu un choc des deux mondes. Moi, j'ai débarqué à Sciences Po pour faire mes études. C'était une des premières fois que j'allais à Paris de ma vie. Tu vois, je viens de l'autre bout de la France, Saint-Raphaël. Et tu vois, quand tu arrives et que tu as Gabriel Attal qui vient de son école privée où ils sont je sais pas combien à avoir fait Sciences Po après, ils sont pleins à se connaître. Moi, je connaissais personne. Évidemment, il n'y avait personne de mon lycée qui avait fait Sciences Po. Tu débarques là, tu te dis qu'est-ce que je fous là? Tu as un peu le syndrome de l'imposteur. Et j'ai eu ce même syndrome en politique. Quand j'ai débarqué, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Je suis pas légitime, j'ai pas les codes. T'as des trucs un peu, t'as des petites humiliations du quotidien, genre forcément j'avais pas étudié dans un pays anglophone, etc. J'avais fait anglais au lycée, comme toi j'imagine. J'étais pas super bonne, j'étais pas nulle non plus, j'avais un niveau scolaire. Et t'arrives là, et t'es rétrogradé en niveau 0 ou 1, parce que juste les autres sont tellement bons que toi, on te fait comprendre que t'es nul en anglais en fait. Et tu te retrouves avec tous les autres nuls en anglais. Heureusement, j'étais pas la seule. Les autres te jugeaient? Un petit peu parce que t'as ce test de niveau
Et en fait, t'as déjà des gens qui parlent couramment anglais. Et moi, clairement, je parlais pas du tout couramment anglais. C'est une forme de harcèlement, ça, scolaire? Non, je dirais pas une forme de harcèlement, mais j'appellerais ça des petites humiliations. Ouais. Et en même temps, après, j'ai rencontré des gens qui avaient le même profil que moi, tu vois, qui étaient pas, voilà, qui venaient de la classe moyenne, mais qui étaient pas forcément prédestinés à faire Sciences Po, et qui avaient un peu débarqué là par hasard, et qui finalement étaient un peu perdus, et plein de gens perdus. En fait, on était beaucoup des gens perdus. On était juste moins voyants, moins bruyants, on prenait moins la parole en cours, ce genre de truc. Et en fait, ça nous a donné une forme de force collective et qui fait qu'on s'est construit ensuite en prenant le meilleur de Sciences Po. Moi, je me suis toujours dit, une fois que tu es là, tu prends les meilleurs cours qui te plaisent, tu contestes les trucs, tu t'impliques. C'est comme ça que j'ai fait du syndicalisme. On s'est battu contre l'augmentation des frais d'inscription, parce que notamment, tu vois, tous les étudiants étrangers, ils payaient le prix maximum, c'était scandaleux. Et donc, d'un truc à l'autre, en fait, tu te mets à t'engager, quoi. Et finalement, c'est un peu une philosophie de vie, ok, t'es là, t'avais pas forcément prévu d'être là à l'origine, c'est pareil, je suis là en politique, j'avais pas forcément prévu. Tu mets les deux pieds dans le plat et tu montres bien que tu vas pas en partir sans changer les choses, quoi. Parce que Gabriel Attal, en tout cas depuis qu'il est Premier ministre, il parle beaucoup de la lutte contre le cyberharcèlement. C'est vrai, hein? Ouais. T'as dû le voir, hein, tout comme moi. Ce qu'il faut, c'est pas juste en parler, hein. C'est mieux quand on agit. Mais est-ce que tu penses qu'il faut forcément l'avoir vécu pour pouvoir être investi dans une lutte contre celle-là? Est-ce que toi, tu le voyais harceler, par exemple, je sais pas, à Sciences Po? Est-ce que toi, tu l'as déjà été, même étant plus jeune? Alors moi, je l'ai pas vu sur lui, mais c'est tout à fait possible qu'il ait été cyberharcelé. Le cyberharcèlement, c'est un mal de notre temps. Et c'est marrant parce que je suis aussi, on a quasiment le même âge, je crois. On est un peu la génération charnière. Quand on était jeune, tu pouvais avoir du harcèlement, mais genre Facebook est arrivé un tout petit peu après, par exemple, c'était les premiers réseaux sociaux. J'ai l'impression d'être archaïque en disant ça, parce que clairement les jeunes n'utilisent plus Facebook. Mais on a été la génération qui a connu les premiers cyberharcèlements. Maintenant, je te parle même pas comme élu, c'est plus du cyberharcèlement, c'est du méga harcèlement. Des insultes, des moqueries permanentes, mais après, il faut apprendre à prendre la distance. Moi, je ne regarde pas les commentaires, je ne regarde pas... c'est des milliers, il y en a tellement qu'il ne faut pas regarder. Mais le cyberharcèlement, c'est une réalité qui détruit la vie à petit feu et qui peut conduire au pire drame. On en a vu des jeunes qui sont suicidés. Et c'est vraiment un mal qu'il faut prendre dans toute sa composante. Et c'est pas juste t'annonces un grand plan ministériel contre le cyberharcèlement. Ça va de la modération des réseaux sociaux à l'éducation de nos jeunes sur en fait non, t'as pas un modèle dans la société, à ce que tu véhicules aussi à la réforme de l'école aussi, à la télé, même, etc. peut-être. Bien sûr, à l'école. Qui comprend y compris à la fois contre les discriminations sur l'orientation sexuelle, sur les apparences physiques. Le consentement. Le consentement qui est... Voilà, là, une bataille très concrète. Il y a eu une réforme il y a quelques années pour avoir des cours à l'éducation sexuelle obligatoires au collège et au lycée. Je ne sais plus quelle est la part, il y a eu un rapport récent de collèges et de lycées qui ne le font pas. Qu'est-ce que ça a comme incidence très concrète? Ça veut dire qu'on grandit dans une société où une partie de la société, et en particulier les hommes, considèrent que le corps des femmes leur appartient. Et je ne sais pas si on va en parler après, mais ça conduit aux pires abus du procès de Gisèle Pelicot, qui est une femme qui a été abusée, qui a été droguée, abusée par des dizaines d'hommes, mais à la base, c'est son mari qui met son corps à disposition. Et comme si le corps des femmes... Avec la soumission chimique. Voilà. Et on peut en revenir après en détail, parce qu'il y a plein de trucs à raconter sur ce procès. Mais si on revient sur la question du consentement, si on n'éduque pas notre société à dire que, en fait, tant que la personne en face de toi, que ce soit un homme, une femme, un trans, peu importe, te dit pas c'est OK, en fait, c'est pas OK. Et cette éducation au consentement, on est tellement loin de ce qu'il faudrait faire. Et si on apprend dès le plus jeune âge, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, avant tes premières relations sexuelles, que si c'est pas OK, alors c'est non, ça va changer complètement notre rapport à notre propre corps et au corps de l'autre. Donc pour toi, Manon Aubry, pour LFI, c'est le rôle de l'école quelque part aussi, faire cette éducation-là. Clairement. Cette sensibilisation, pardon. Clairement. En fait, si on t'apprend pas que si t'as pas dit oui, c'est non, et qu'une relation sexuelle sans consentement, alors c'est un viol. Si on t'apprend pas ça dès le plus jeune âge,
alors tu vas vivre dans ces images que tout appartient. Mais même très jeune, même à 3, 4, 5, 6 ans, il se passe des choses dans des familles, parfois avec des oncles, malheureusement des enfants, ouais. des frères ou autres, qui, on ne sait pour quelle raison, vont avoir des actes qui ne contrôlent pas forcément parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est, mais dans la famille, il n'y a pas cette notion de consentement, on n'en parle pas. Je me permets de te reprendre, qui ne contrôlent pas forcément, t'as pas dit ça volontairement, j'imagine, qui ne contrôlent pas forcément ce qu'ils font. Tu vois, même dans la façon de présenter les faits, il y a eu tout un débat sur plein de faits, la manière dont ils ont été présentés, qui consiste quelque part déjà à dédouaner l'auteur. Mais non, mais parce qu'un gosse, est-ce qu'un gosse a conscience de ce qu'il fait? Bah, un gamin de 8 ans qui va faire des attouchements sur une gamine de 3 ou 4 ans, est-ce qu'il en a conscience? En fait, bien sûr que la société est responsable parce que c'est l'éducation qu'on va donner. Et en l'occurrence, dans la loi, un gamin, c'est ses parents qui sont responsables tant que tu n'as pas eu la majorité d'un point de vue juridique. Et je trouve ça normal que des parents soient responsables de leurs enfants. Mais il faut apprendre à responsabiliser, et ça commence dès le plus jeune âge. Mais ensuite, un peu plus tard, parce que ce truc de... il n'a pas conscience de ce qu'il fait, c'est aussi utilisé pour des adultes. C'est aussi utilisé moi, je parlais des enfants. Non, mais je te dis ça parce que c'est aussi utilisé parfois pour dédouaner des adultes. Et il faut être extrêmement vigilant parce que si tu commences à dire qu'un adulte, en gros, tu lui trouves des excuses. La meuf, elle avait une jupe un peu courte, mais elle était partante au début. Ben, en fait, être partant au début, ça ne veut pas dire être partant à la fin. Embrasser quelqu'un en soirée, ça ne veut pas dire avoir une relation sexuelle dans le cours de la soirée. En fait, il y a des étapes aussi du consentement et c'est tous ces trucs-là. En fait, tant qu'il n'y a pas une éducation à cela, et aussi l'arsenal judiciaire qui va avec, et c'est pour ça que moi je me bats pour inscrire dans le droit le fait qu'une relation sexuelle sans consentement est un... Donc tu souhaites modifier la définition du viol dans la Constitution européenne, c'est ça? Dans le droit européen et dans le droit français. Et en fait, on s'est battu là, sous le mandat précédent pendant des années, pour changer la définition du viol et inclure une nouvelle notion. Parce que jusqu'à présent, pour qu'on considère juridiquement qu'il y a un viol, il faut qu'il y ait prouvé qu'il y a eu notamment violence. C'est difficile à prouver si tu ne fais pas les tests de manière immédiate, parce que souvent, tu as une prise de conscience plus tard, où il y a un effet de sidération quand tu as été violé. Beaucoup de victimes te diront ça, ils ne vont pas forcément aller porter plainte tout de suite. Donc, bon, il y a un certain nombre de critères qui existent, qu'il ne faut, je pense, pas mettre à la poubelle, mais il y a une question essentielle qui n'est pas prise en compte, qui est la notion de consentement. Et le résultat de ça, c'est que tu as plus de 95% des viols qui sont commis en France, dont les auteurs ne sont pas punis. Pour plein de raisons, mais notamment parce que l'arsenal judiciaire n'est pas suffisant et ne prend pas en compte la question et la notion du consentement. Et ça, c'est toute la bataille qu'on est en train de mener avec les associations féministes. Et c'est pour ça que c'est un truc qui m'a mis beaucoup en colère ces derniers mois, parce qu'on avait gagné au niveau européen, on avait gagné au Parlement européen, et c'est pas facile d'aller convaincre les autres groupes. Moi, mon groupe, il n'a pas la majorité au Parlement. On avait réussi à convaincre les autres groupes, etc. Et il y en a un qui a bloqué, et il s'appelle Emmanuel Macron. C'est lui, c'est la France qui a bloqué cette notion et cette définition au niveau européen, alors qu'il y avait plein d'États qui étaient pour. Quelle motivation? Parce que c'est, selon lui, inverser la charge de la preuve. C'est ce que disent ceux qui s'y opposent. Ils disent ce sera à l'homme de prouver qu'il n'a pas obtenu le consentement. Eh bien oui, en fait. Inverser la charge de la preuve, ça veut dire que la femme n'aura plus toute cette bataille, y compris physique, et elle pourra aussi s'appuyer sur la notion de consentement pour dire que non, elle n'était pas consentante et que non, elle ne voulait... Évidemment, ça suppose plein de choses judiciaires à prouver, et le but, c'est pas de lancer des cavales contre des innocents. Mais d'ici qu'on lance des cavales contre les innocents, il y a d'abord plus de 90% des qui sont commis et dont les auteurs sont pas jugés. Et ensuite, ça va aussi changer le droit. Derrière, c'est changer tout un système, et ce dont on parlait. Parce que le droit a changé, alors je pense qu'on va aussi changer la manière dont on éduque nos enfants, nos petits garçons en particulier, mais de nouveau, la question du consentement se pose dans toute relation sexuelle. Ça peut se poser aussi entre deux hommes. Il y a eu un MeToo garçon avec une libération, je dirais pas tant de la parole, mais de l'écoute. Je suis toujours assez vigilante sur les mots qu'on utilise. En fait, il y a toujours eu des victimes qui parlaient des... qui elles n'étaient pas écoutées, pas entendues. Ont subi, voilà, et elles n'étaient pas écoutées. Donc, je préfère parler de libération de l'écoute plutôt que de la parole. Et tout ça, ça veut dire que derrière, il faut changer le droit. Mais c'est une longue bataille. On l'avait presque gagnée. Macron, il y a un côté très masculin, en fait.
dans sa façon, y compris de faire de la politique, Macron. Tu vois, il va arriver avec le mec. C'est aussi très visuel, toi, le mec comme ça, les jambes écartées, qui va te donner des leçons, etc. Et qui va, à travers sa façon de faire la politique aussi, pas du tout prendre en compte la parole des victimes, la parole des femmes en particulier. Tu le trouves macho, Emmanuel Macron ? Ah ouais, ouais, vraiment. C'est à la fois sa façon de faire de la politique et les mots qu'il utilise, les référentiels qu'il utilise, tu vois. Il a toujours un côté... je me souviens, ce qui m'avait frappé, c'est pendant le Covid, où il disait qu'on était en guerre, avec une référence très... avec le champ lexical de la guerre. Ouais, le champ, et qui est très viriliste, en fait. On était des petits soldats envoyés à la guerre. Ça, c'est sur le registre, la manière de parler, mais aussi sur sa politique. Il a fait quoi, Emmanuel Macron, pour le droit des femmes, depuis 7 ans qu'il est au pouvoir ? Parlons justement des femmes, Manon Aubry. C'est quoi être une femme politique en France ? Waouh. C'est devoir toujours justifier pourquoi on est là. Pourquoi ? En fait, quand t'es un mec en politique, t'es forcément un bon orateur, c'est naturel que tu sois là. Et nous, il faut toujours prouver 10 fois pourquoi on est là. Je te donne un exemple très concret. Donc on reçoit plein de sollicitations médias. Bon, il y a des fois où tu peux pas, tu dis non, et tu proposes à un collègue ou à une collègue. Et ce qui m'a toujours frappé, quand tu proposes à un collègue mec, il va toujours dire ouais super, c'est quelle heure, c'est où, vas-y je suis dispo, super, on va voir ma tête à la télé quoi. Et quand tu proposes à une collègue meuf, elle va toujours dire attends mais c'est sur quel sujet, ouais je suis pas sûre d'être bien préparée, attends faut que je le bosse, ouais je suis pas sûre de moi, vas-y propose à quelqu'un d'autre. Et là ça ne veut pas dire que toutes les femmes en politique sont comme ça et que tous les hommes en politique sont comme ça, je ne fais pas de généralité, mais il y a une tendance où les meufs ne sont pas sûres d'elles. Il faut toujours qu'elles prouvent pourquoi elles sont là, il faut toujours qu'elles peut-être parce qu'elles reçoivent pas mal de commentaires sexistes, misogynes, je ne sais pas. Ouais. Toi, tu en as déjà reçu au cours de ta carrière politique ? Ça ne se compte pas en milliers, c'est des centaines de milliers. Moi, je ne regarde pas mes messages privés, les commentaires, etc. Mais tu vas avoir... Mais même en interne, au sein du microcosme des hommes et femmes politiques, il y a des hommes politiques en place qui sont sexistes, qui sont misogynes dans leur comportement, dans leurs mots. Ouais. Oui, bien sûr, ça arrive. Y compris dans notre propre camp. C'est une bataille à tous les étages. La différence dans notre camp à gauche et à la France insoumise, c'est qu'on a un devoir d'exemplarité. On a conscience de ça. Et donc, par exemple, dès que tu as un cas de violence sexiste et sexuelle, oui, il faut le prendre à bras-le-corps et oui, on va agir. Là où tu as, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Damien Abad, qui était un ancien ministre macroniste, qui est député, il a été protégé par les macronistes alors qu'il avait été accusé de viol, là aussi avec soumission chimique. Et le mec, tranquille, il siégeait encore sur les bancs de l'Assemblée nationale, etc. Et nous, par exemple, l'affaire Quatennens, ça avait beaucoup fait parler. Il y a eu plein d'autres affaires où on n'avait pas le manuel parfait de comment on fait. C'est difficile, t'as pas telle violence sexiste ou sexuelle est égale à telle sanction. Il faut aussi de la proportionnalité. Tu vas pas bannir quelqu'un à vie, etc. Mais on se pose toutes ces questions-là. On a un devoir d'agir parce que quand tu veux agir contre les violences sexistes et sexuelles dans la société, alors toi-même, il faut que ton organisation, elle soit irréprochable. Et c'est pas toujours facile. Et ça me frappe aussi, ces questions sont toujours portées par des meufs au sein des organisations politiques. Tu verras toujours les responsables des cellules contre les violences. C'est toujours des meufs. Les sujets politiques sont toujours portés par des meufs. Les propositions de loi sur ces sujets, c'est toujours porté par des meufs. Dans les commissions sur ces sujets, c'est toujours des meufs. Donc, et ça, c'est peut-être un message que je peux avoir. Je ne sais pas si tu connais la proportion de femmes et d'hommes qui regardent tes émissions, mais... Plus de femmes que d'hommes. Ok. On aura gagné la bataille politique contre les violences sexuelles le jour où tous les hommes auront pris ce sujet à bras-le-corps. Je le dis parce que là, c'est peut-être le moment où on peut parler de l'affaire Pélico plus en détail si ça te va, mais l'affaire Pélico, donc une femme de 70 ans qui pendant plus de 10 ans, son mari a drogué pour la soumettre à des hommes qui viennent la violer alors qu'elle est sous soumission chimique, sous force sédatif, etc. Et tu vois bien que la manière dont c'est traité par les hommes et les femmes est différente et surtout que ça, à la fin des fins, ça concerne que des femmes. Là, il y a une mobilisation qui est organisée et moi j'ai envie de dire mais les hommes, venez, impliquez-vous parce que ce sont vos sœurs, ce sont vos filles, vos mères, vos cousines.
les femmes qui vous entourent qui sont victimes. Et c'est les hommes qui vous entourent qui sont les auteurs. Évidemment, pas tous les hommes sont auteurs de violences sexistes. Heureusement. Mais 91% des viols qui sont commis par des hommes de notre entourage. C'est nos pères, nos frères, nos cousins. Et ce que raconte très bien cette histoire, et c'est notamment la fille de Gisèle Peillico qui le raconte, et elle dit, mais en fait, elle dit mon géniteur, ce qu'elle ne le reconnaît même plus comme mon père, mon géniteur est un homme, un bon père de famille, un homme de tous les jours. Et quand tu regardes le profil des 50 accusés, c'est monsieur tout le monde. Il y a un journaliste, il y a un pompier, il y a un artisan. Il y a un militaire. Il y a un militaire. Il y a tout type de profil. Et c'est des hommes qui sont pères, qui sont peut-être même des bons papas. Mais en fait, tu vois à quel point ce procès, c'est pas un fait divers. C'est pas un fait divers hors norme, comme j'ai entendu de la part de certains journalistes. C'est le miroir grossissant de notre société. Et quand t'entends des avocats et des présumés coupables ou présumés innocents, des présumés innocents et des accusés de viol, quand tu entends les arguments qu'ils utilisent, il y en a qui disent c'est un viol involontaire, il y en a qui disent ça faisait partie du jeu qu'elle soit inconsciente, et t'en as plusieurs qui ont dit mais attends, son mari était là, donc forcément elle était inconsciente. Elle était consentante. Donc quand tu as des hommes qui disent son mari était là, donc forcément elle était consentante, ça veut dire quoi ? Ils inventent le concept de consentement par procuration. C'est l'homme qui peut donner le consentement de la femme. Mais c'est extrêmement grave en fait. Ça veut dire que le corps des femmes appartient à notre conjoint, à notre mari. Et c'est là où on touche le cœur du sujet qui est à mon sens la société patriarcale qui considère que le corps des femmes appartient à des hommes. Et on touche du doigt la face émergée de l'iceberg d'une société dont il faut tout changer pour repenser notre rapport à notre corps et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Pardon, je peux être très longue sur le sujet, mais je trouve que ça illustre l'ampleur et la profondeur du sujet. Et je le dis, tiens, je vais regarder la caméra. Pour les hommes qui nous regardent, en fait, ne laissez pas ce sujet aux femmes. Ne laissez pas le sujet juste à celles qui sont concernées. Vous êtes aussi concernées et je te remercie de me donner la parole sur le sujet et quelque part, pas seulement d'être un allié, mais d'être un acteur de la lutte contre les violences sexistes. Ce que j'ai observé aussi, Manon Aubry, c'est qu'en tant que femme politique en France, vous êtes beaucoup commentée, jugée sur vos tenues vestimentaires. Alors, les tenues des femmes de gauche sont souvent jugées comme négligées, incorrectes ou non élégantes, là où les tenues des femmes de droite sont souvent jugées comme sérieuses, réglementaires et propres. Manon Aubry, est-ce qu'on est plus prise au sérieux quand on porte une robe Dior comme Rachida Dati ? Manifestement oui. Manifestement oui, parce que un homme, en fait, ça va être assez facile. Il va porter un costume cravate ou un costume chemise. Et finalement, tous les hommes politiques se ressemblent. Nous, on va juger la couleur de notre veste. Tu vois, moi, j'ai mis beaucoup de vestes rouges pendant la campagne parce que, franchement, des fois, tu assistes à des débats, surtout quand tu as une majorité d'hommes. Débat à la télé, tu as l'impression d'avoir un débat de croque-mort. Mais on va longuement commenter la couleur de ta veste, la manière dont tu as mis, est-ce que c'est une robe, est-ce que c'est un pantalon, qu'est-ce que ça veut dire sur ton orientation sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire sur ta façon d'être, on va aller chercher la marque de tes vêtements, enfin tout va être commenté, ton apparence physique, si tu changes d'apparence physique. On porte pas de Dior chez LFI ? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens à la FI qui portent du Dior. Moi, j'ai pas mal gardé mes fringues d'avance, ce qui est sans doute une erreur. Mais c'est les mauvaises habitudes. Je sais pas, est-ce que ça donne plus de prestance, un sac Capucine de Louis Vuitton au bras de Brigitte Macron ? Même si c'est pas une femme politique, mais c'est la femme du président de la République. Moi, je pense que la prestance, elle tient à ce que tu renvoies, à ta sincérité. Et je pense que quelqu'un peut avoir beaucoup plus de prestance et de dignité. Tiens, une Gisèle Peillico, donc la victime dont je parlais tout à l'heure, a beaucoup de prestance et de dignité, je trouve, que n'importe quelle femme politique qui s'habille en Dior. Parce qu'elle a une sincérité
Et puis bon, on fait bien des émissions avec des chaussettes. Ah bien. bah oui, on est plus à l'aise. C'est bien la preuve que l'habit ne fait pas forcément le moine. Bien sûr. En parlant de Brigitte Macron, elle avait déclaré, elle aime beaucoup la mode, hein. Elle avait déclaré grâce à Nicolas Ghesquière, donc c'est le designer de la maison Louis Vuitton, le vêtement m'aide à me glisser dans la fonction. Est-ce que tu trouves que c'est le rôle d'une première dame, même si on ne devrait pas véritablement dire première dame, mais de faire briller la mode française? Moi, je pense que la première dame, elle fait bien ce qu'elle veut. Et ça pourrait être un premier homme, une première dame, tout ce que vous voulez. Ce serait bien d'ailleurs un jour qu'il y ait un premier homme. Je pense que ça ferait bien les pieds. On n'a jamais eu de premier homme. Soit parce qu'on a eu un président de la République homosexuel, soit parce qu'on a eu une femme présidente de la République. Qui sait, ça arrivera peut-être un jour. Même si être une femme, malheureusement, ne fait pas un programme féministe, et Marine Le Pen est un bon exemple de cela. Mais est-ce qu'elle est peut-être une bonne vitrine pour la France? Louis Vuitton, c'est une marque quand même qui brille dans le monde entier. Écoute, j'ai toujours défendu les marques françaises et il y a une certaine classe à la française. Mais je sais aussi que tout le monde n'a pas les bourses et les moyens de se payer du Louis Vuitton. Et je sais aussi que c'est une entreprise, LVMH en l'occurrence, qui pratique allègrement l'évasion fiscale. Là, pardon, j'ai une petite déformation professionnelle. Oui, mais donc, est-ce que ça te choque que Brigitte Macron soit souvent habillée par Louis Vuitton dans ce cas? Franchement, moi, que Brigitte Macron soit habillée en Louis Vuitton ou en survêtement Lacoste, je prends vraiment un extrême, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Et elle s'habille bien comme elle veut. Et qu'elle joue dans Emily in Paris, la partie 2 Ouais, sur j'ai Netflix. Brigitte Macron qui joue son propre rôle, qui devient actrice quelque part dans Emily in Paris. Je suis pas sûre qu'elle joue super bien. Tu l'as vu l'extrait? Je l'ai pas vu. Ouais, L'extrait, j'ai vu la photo. Moi, j'ai vu l'extrait. Tu dis, bon, je suis pas sûre. Et en l'occurrence, je lui fais pas le grief ou le reproche. Moi, j'ai fait un micro-rôle d'une demi-seconde dans la série Parlement, qui est une série qui porte sur le Parlement européen, où j'ai joué mon propre rôle en plus, de députée européenne et de présidente de groupe. Et franchement, je suis une super mauvaise actrice. Ouais, mais est-ce que tu trouves que c'est cool ou dérangeant que la femme du président de la République soit en place, donc en mandat, soit dans une série comme Emily in Paris sur Netflix? J'aimerais bien que la femme ou le mari ou l'homme ou tout ce qu'on veut, le conjoint du président de la République, soit pas considéré comme la femme ou le conjoint du président de la République. C'est un vœu pieux, à mon avis. Donc j'ai envie de dire, elle fait bien ce qu'elle veut. Et peut-être qu'un jour, on pourra avoir un conjoint qui garde son métier normal d'avant, qui n'est pas forcément en représentation permanente. Je pense que ça ferait du bien à la fonction politique aussi. Je comprends qu'il y a une forme de sacralisation de la fonction et des plus hautes fonctions de représentation de la France. C'est l'image de la France. Personnellement, je trouve que parfois, Macron, il nous fait honte à l'image de la France qu'il peut donner, mais c'est plus par les positions politiques qu'il peut avoir. Et je comprends qu'il y ait une dimension représentation, mais je trouve, et je pense pour des milliers de petites filles qui pourraient s'identifier à Brigitte Macron, on a aussi besoin d'avoir des gens qui parlent dans la vie de tous les jours, et ça manque. Elle a été la cible, tout comme tu peux l'être régulièrement, de calomnie, Brigitte Macron. C'est Natacha Ray et Amandine Roy qui ont fait circuler une rumeur à son sujet. C'était en 2021, rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait en réalité un homme, Jean-Michel Trogneux, et aurait donc changé de genre. Alors il y a eu le procès, là, très récemment, et les deux femmes, elles ont été condamnées à payer 8 000 € à Brigitte Macron et 5 000 € à son frère Jean-Michel Trogneux, plus une amende de 500 € avec sursis. Elles ont donc été déclarées coupables de diffamation. Qu'as-tu pensé de toute cette rumeur quand elle est sortie? Est-ce que tu trouves ça juste que ces deux femmes aient été condamnées en diffamation? Oui, je trouve ça juste parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout. Et le nombre de fois où nous, on devrait porter plainte, et honnêtement, on passerait notre vie dans les commissariats et on ne le fait pas. Et je trouve que c'est bien qu'un certain nombre de fois, il y ait des condamnations qui soient pointées du doigt et qui soient prononcées. Parce que, tu vois, j'ai évidemment des désaccords politiques avec Brigitte Macron, etc. Mais l'attaquer sur un changement de sexe supposé, et par ailleurs, je le dis, quand bien même ce serait le cas, elle n'aurait pas dû être attaquée, elle aurait bien eu le droit de changer de sexe, d'abord. Et puis deuxièmement, oui, c'est évidemment un scandale qu'on t'invente une vie et le but, c'est de cyberharceler. J'ai vu plein de choses qui ont été faites de transformation physique, de Brigitte Macron, etc. Maintenant, le problème, c'est qu'on a aussi l'intelligence artificielle. Par exemple, nous, on a eu récemment, là, plusieurs fois, et c'est une des premières fois où ça nous arrive, des fausses vidéos qui ont été faites. Donc, tu me vois moi, t'entends ma voix, mais ce que je dis, je ne l'ai jamais prononcé.
Ok, d'accord, c'est Donc, l'intelligence artificielle. Et ça a été fait avec une intelligence artificielle. Alors, c'était un peu malin, tu vois que c'est un peu faux. Si tu me connais, c'est pas exactement mon timbre de voix, etc. Mais si tu es quelqu'un qui voit passer vite fait la vidéo, tu dis, ah, c'est un scandale et tout. Et on a reçu des mails de gens qui disent, c'est un scandale, les positions que vous avez tenues. On était là, mais c'est pas du tout nos positions. Et après, on a cherché et on a compris que c'était des vidéos fake, notamment qui ont pas mal tourné sur TikTok. Et donc, tu as des vidéos fausses sur TikTok de moi, avec mon apparence, tout. Enfin, c'est bluffant. Elles ont été vues. Il y en a une qui est 500 000, 600 000 fois. Je regarde mon collab qu'il a avec moi. 500 000 fois, 600 000 fois, avec des trucs qui sont faux. J'ai jamais prononcé ces phrases-là. Donc ça pose une question, au-delà de la violence personnelle que ça peut être. De ce point de vue-là, j'ai toute ma solidarité avec Brigitte Macron. Et il faut qu'on apprenne à se blinder tout le temps. Franchement, il faut qu'on apprenne à se blinder. Il faut toujours que tu dises que la personnalité publique que tu vois à la télé, c'est pas toi, c'est une autre personne. Tu apprends à te protéger, mais parfois tu peux aussi craquer. Hein. Je connais pas une femme politique qui a pas pleuré à un moment pour l'image qu'on renvoie d'elle, du cyberharcèlement, etc. Mais il y a aussi une réflexion à avoir sur l'intelligence artificielle, le rôle que ça joue, et derrière la question démocratique que ça pose. De nouveau, tu as le droit, les gens qui nous regardent ont le droit d'être en désaccord avec ce que j'ai raconté là, ici, dans cette interview. Mais il n'y a pas de problème, c'est la démocratie. Par contre, ils ne peuvent pas être en désaccord avec un truc que j'aurais pas dit. Et imagine, là, dans une semaine, après la publication de cette interview, ça se trouve, il y a des gens qui vont reprendre ce décor. Là, ici, je serai habillée pareil, etc. Et qui vont me faire dire des trucs que j'ai pas dit dans cette interview. Bon, on va surveiller. On va faire attention. Si c'est le cas, tu m'aideras. Mais du coup, nous, on les signale. Mais si je suis toute seule à signaler la vidéo, elle n'est pas supprimée, etc. Donc, et tout ça, à la fin, ça nuit à la démocratie parce que les gens, ils vont croire n'importe quoi. Et à la fin, tu votes plus par rapport à ce que les gens défendent vraiment. Manon Aubry, qu'est-ce que tu penses de ta coupe de cheveux? Ça, c'est un truc aussi où on est attaqué systématiquement. Mais c'est un bon exemple sur les femmes. Je te disais leur apparence physique, donc la coupe de cheveux. Oui, je suis brune avec les cheveux bouclés. Tu vois, je pourrais me les lisser. Quand j'étais petite, ma mère, elle se battait avec moi. Elle me faisait des espèces de chignons en hauteur, là, parce que je me souviens, elle me tirait les cheveux. C'était horrible. Mais, tu vois, et donc tu vas avoir des critiques là-dessus, mais si demain je vais venir les cheveux lissés, tu peux être sûr que je vais avoir autant de critiques. Donc c'est un truc qui est permanent. En fait, des fois, tu as envie de te dire, j'ai juste envie d'être un mec lambda, cheveux courts avec la barbe de 2 jours, qu'on voit dans la vie de tous les jours, et comme ça, au moins, tu auras zéro critique, zéro pensée, etc. Et moi, je pense à toutes les gamines qui sont comme moi, qui sont brunes, mat de peau, aux cheveux bouclés. Bah ouais, t'as le droit d'être brune, mat de peau, aux cheveux bouclés, tu vois, et tu vas pas te lisser les cheveux. Non, mais ça porte un nom, ça s'appelle la discrimination capillaire. Ah bah voilà, on l'entend beaucoup parler, souvent au niveau afro. Ouais, J'en parlais avec Rokhaya Diallo, justement, qui s'est longtemps battue justement pour l'acceptation de toutes les coupes de cheveux. Dans le même style, tu vois. Et puis on te renvoie toujours du coup à ce que t'es. Après, tu vas avoir des spéculations sur tes origines. Donc, il y a plein de gens qui vont aller chercher. Ah, mais ma grand-mère, elle est née en Algérie. Attends, mais du coup, est-ce qu'elle est vraiment française? Tout ça. Donc, tu vas avoir un peu des... Et sans cesse, on te ramène à ce que t'es, ce que tu représentes, machin, plus que ce que tu dis et ce que tu portes. Moi, j'ai envie qu'on me critique pour mes positions politiques. Rien d'autre. C'était une question que j'allais te poser. Tu me permets de te lire quelques commentaires, justement, sur ce sujet-là? Vas-y. Manon Aubry, elle veut pas changer de coupe. Pitié, ma belle, change de coiffeuse. Je vais forcer Manon Aubry à regarder un tuto de séchage de cheveux au diffuseur tête en bas. Manon Aubry, comment voulez-vous être respectée par les Français quand même votre coiffeur ne vous respecte pas? Non, mais ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement, notamment sur le réseau social. Ton équipe qui s'est fait aller voir... Sur le réseau social X. Comment tu le prends? Je le regarde pas. Je la regarde pas. Tu regardes jamais les commentaires? En fait, si tu es obligé d'en voir, parce que parfois tu tombes sur des trucs ou tu vérifies un truc, etc. Mais tu te dis tout le temps, c'est... De toute façon, quoi qu'on fasse, ils vont nous critiquer. Et je te dis, le nombre de femmes qui sont enceintes, est-ce qu'elle a pris du poids? Tu vas avoir toujours quelque chose. Il y aura toujours un truc qui leur plaira pas. Et moi, je vais leur dire, mais en fait, on restera comme on est. Que ça vous plaise ou non. Voilà. Et finalement, à la fin des fins, il faut que ça nous rende plus fortes. Et je dis nous parce qu'il y a toujours un truc qui ne convient pas. Et il n'y a pas une femme politique qui ne va pas te dire qu'elle n'a pas été cyberharcelée pour un truc physique. Et tu vas avoir quelques exceptions, peut-être quelqu'un qui rentre dans une cage de top modèle de ce qu'on entend d'être une femme et de cette manière-là d'être une femme. Mais pour tout le reste...
comme ça. On parle du nouveau Premier ministre, Michel Barnier, donc membre du parti de droite Les Républicains. Pourquoi vous avez parlé de vol? Pourquoi tu as parlé de vol, Manon Aubry, alors que rien n'oblige le président de la République dans la Constitution à élire un Premier ministre d'un parti qui n'a pas obtenu la majorité? En fait, c'est la première fois dans notre histoire, toute l'histoire politique de la France, que le Premier ministre n'est pas issu du groupe politique qui a remporté les élections. Et c'est pour ça que c'est une forme de braquage, en fait. Tu as le président de la République qui convoque lui-même des élections. Nous, on n'a rien demandé. Hein. C'est lui qui dit « Allez hop, tous aux urnes ». À ce moment-là, il y a une mobilisation historique en plus. Hein. Il y a un taux de participation sans précédent. Je suis sûre, et mettez-le en commentaire, il y a des gens qui nous regardent, qui n'avaient pas voté ces dernières années et qui sont allés voter à ces élections législatives pour la première fois. Et le président de la République convoque des élections. Le résultat ne lui convient pas. Et il dit « Allez tous vous faire voir. Et je vais prendre comme Premier ministre quelqu'un qui est issu du groupe politique qui a perdu les élections, qui est arrivé dernier aux élections, qui a fait 6% des voix et qui a eu 41 députés. Je rappelle, le nouveau Front Populaire, donc notre coalition de toute la gauche, on a eu 193 députés. Ok, on n'a pas de majorité absolue, donc on n'a pas la moitié des députés. Mais on est le premier bloc politique qui est arrivé en tête. Et en plus, il dit on est arrivé en tête dans des circonstances particulières d'un front républicain. Mais le parti dont est issu Michel Barnier, c'est le seul qui n'a pas fait le front républicain. Donc pour moi, franchement, pour être cash, c'est une forme de crachat à la gueule des électeurs. Et au-delà de la colère que j'éprouve, parce que si on avait formé un gouvernement, on aurait changé la vie des gens, on aurait augmenté le SMIC à 1 600 € net, on aurait augmenté, par exemple, on aurait fait une allocation d'autonomie pour les jeunes étudiants. Vous auriez abrogé la réforme des retraites. On aurait abrogé la réforme des retraites, on aurait fait une loi sur le consentement, dont on parlait tout à l'heure pour la définition du viol. On aurait mis les moyens de lutte contre les violences sexuelles. On aurait fait tellement de choses qui auraient changé concrètement la vie des gens. Vous auriez augmenté les impôts. Pas de tout le monde, pas de toi. On aurait augmenté les impôts d'une toute petite minorité de la population qui gagne beaucoup d'argent et à qui Macron a fait beaucoup de cadeaux fiscaux, raison pour laquelle aujourd'hui on est dans une situation économique en difficulté. On aurait fait tout ça. Et c'est pour ça que je suis en colère. Mais il y a aussi une deuxième raison pour laquelle je suis en colère et qui est aussi liée à tous les gens qui viennent me voir dans la rue. Si tu savais le nombre de gens qui viennent me voir dans la rue et qui me disent « Mais à quoi ça sert d'aller voter ?» Tu leur réponds quoi à ces gens-là? Des gens qui se sont bougés, qui se sont mobilisés, qui ont souvent voté le cœur serré, qui ont balisé, qui ont eu peur, et qui ont été soulagés le 7 juillet dernier après le second tour des élections législatives en disant « Ouf, ma vie ne va pas être mise en danger parce que je suis trans, parce que je suis homosexuelle, parce que les droits des femmes vont être attaqués, parce que juste, ils en ont rien à foutre de moi. » Il y a des gens qui ont voté le cœur serré, qui ont été soulagés. Tu dis quoi à ces gens-là? Macron, il a un objectif en nommant Michel Barnier, c'est la résignation des gens. C'est tous ces gens-là qui sont venus me voir et qui me disent « La prochaine fois, je n'irai pas voter, il n'en a rien à foutre de notre vote. » Parce qu'on est d'accord, la procédure de destitution, elle va amener à rien du tout. En fait, on n'en sait rien, parce que là, il y a la première étape qui va passer. Il y a le Parlement européen aussi, tu as soulevé des questions. Alors, il y a deux étapes. La première étape, c'est à l'Assemblée, deux leviers, pardon. Le premier levier, c'est à l'Assemblée nationale, où on a déposé une motion de destitution. Ça dit quoi, cette motion de destitution? Il y a un article dans la Constitution, qui est l'article 68, qui dispose que le président de la République peut être destitué s'il a manqué à ses devoirs et à sa responsabilité. Et dans sa responsabilité, il y a notamment le fait de nommer un Premier ministre qui est issu du bloc politique majoritaire. Ça ne peut pas être le fait du prince, le mec tout seul à l'Élysée. Mais étant donné qu'il n'y avait pas la majorité, il serait donc dans son droit. En fait, ça veut dire si il n'y a pas de majorité absolue, mais qui ne tient pas compte des élections, qui ne nomme pas quelqu'un qui est issu du premier bloc politique, mais qui est issu du dernier bloc politique. Donc on est sur du bon sens, sur de la morale quelque part là. Non, c'est un que problème. Vous demandez. Non, c'est un problème démocratique. Je reviens à mon histoire des gens, est-ce qu'ils vont aller voter? Si à la fin des fins, la démocratie, le fait de voter, la démocratie représentative, est plus capable d'organiser notre société, de canaliser un fait politique majoritaire. Toi et moi, je ne sais pas si on va voter la même chose, mais on va voter, et à la fin, il y a une majorité qui se dégage, même si elle est relative. Il y a quelqu'un qui est arrivé en tête. Eh bien, si la démocratie est plus capable d'organiser la société, alors c'est quoi l'alternative? J'ai compris. C'est la dictature, c'est une personne qui décide de tout. C'est pour ça que la bataille, elle est à la fois pour le nouveau Front Populaire, mais je le dis aussi pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Je dirais la même chose si la droite était arrivée en tête. C'est une bataille pour la démocratie.
Et c'est un petit peu comme si, tu l'as compris, je suis assez fan de sport et je pratique beaucoup de sport et je fais beaucoup de natation. Léon Marchand, il a gagné plein de médailles d'or aux Jeux Olympiques de natation. Il est arrivé en tête. C'est comme si tu disais à la fin de sa finale, là, de son 200 mètres papillon, mec, t'es arrivé en tête, mais la médaille d'or, elle est donnée au dernier de la finale. Évidemment, il dirait, mais attends, c'est pas normal. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Elle t'a été un peu reprochée sur les réseaux, cette comparaison à Léon Marchand. Bah, je l'assume complètement. Je l'assume complètement. Tu sais pourquoi elle t'a été reprochée? Parce que je parle de Léon Marchand et on me dit que je fais de la récup de Léon Marchand, mais c'est pas la question, vas-y. Parce que LFI, la France Insoumise, selon de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux et téléspectateurs des Jeux Olympiques 2024 de Paris, estime que vous n'avez pas assez félicité les athlètes français. C'est mal me connaître. Je prends l'exemple de Mathilde Panot qui n'a fait qu'un tweet pour soutenir les athlètes palestiniens, rien pour les Français. Sébastien Delogu qui a réagi à une polémique de la boxeuse algérienne et qui a par la suite félicité un athlète français, mais après avoir reçu des commentaires d'incompréhension. Et qui a également, pour certains, réduit la victoire des judokas français, les réduisant à leur couleur de peau en tweetant « Fiers de vous les champions, ça va les racistes ». Vous n'avez pas trop le seum? Écoute, c'est mal nous connaître que de penser qu'on n'aime pas le sport et surtout mal me connaître. Moi, j'ai vibré pour les JO pendant tout l'été. J'ai beaucoup regardé le water-polo, mais je promets pas que ce soit la natation, le hand, le volley, enfin bref, tout. Et quand on est de gauche, on a une vision aussi du sport comme un outil d'émancipation populaire. Et c'est la différence de la vision du sport business que d'autres peuvent avoir. Évidemment, tu as le sport de haut niveau, et un Léon Marchand, c'est du sport de haut niveau. Mais derrière, tu as une question qui est posée du sport populaire. Je te donne un exemple très concret. Il y a une piscine qui a été créée dans le 93 à Saint-Denis pour les épreuves de water-polo et de plongeon. Cette piscine de water-polo, dernier cri, etc., demain, avec la fin là, des Paralympiques, etc., elle ne sera pas utilisée par un club de water-polo. Donc l'enjeu, c'est l'héritage des Jeux Olympiques dans un département, le 93, la Seine-Saint-Denis, où le taux d'enfants qui savent nager est un des plus bas de France. Donc être de gauche, soutenir le sport, c'est aussi faire en sorte qu'on ait le sport accessible à tous, à tous les niveaux. Et le haut niveau se nourrit, puise dans le sport amateur. Le sport, c'est aussi... Et c'est pour ça que moi, j'ai été très en colère et j'ai fait un long post Insta parce que ça m'a... Tu sais, c'est la colère qui monte là tout l'été et au bout d'un moment, j'étais là, ça va quoi, le procès qui est fait à la gauche de on n'aime pas les JO, le sport populaire, c'est la gauche qui l'a développé, c'est Marie-Georges Buffet quand elle était ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est toute la campagne qui a été faite pour apprendre à nager aux gamins, c'est les bénévoles dans les associations, c'est ça qui fait tenir le sport au quotidien, sur lequel se nourrit ensuite le sport de haut niveau. Et je suis bien placée pour parler parce que j'en ai fait du sport à haut niveau et je vois aussi le milieu associatif amateur. Donc franchement, le procès qui nous est fait, on n'aime pas les JO, on n'aime pas la France. Tu sais, il y a un journaliste sur un plateau télé qui m'a même demandé oui, mais vous êtes un peu trop nationaliste, vous chantez trop la Marseillaise et vous agitez trop le drapeau français pour les JO. Je suis là, bah faut savoir, on n'est pas assez ou on est trop. Donc, tu vois, ça fait partie des questions contradictoires qui nous sont posées. Moi, là, pour le coup, je suis bien dans mes baskets. J'étais à fond JO. J'ai la nostalgie post-JO comme beaucoup de gens. Et je laisserai personne dire que la gauche n'aime pas le sport, quoi. En parlant de Sébastien Delogu, est-ce qu'il a eu raison de faire un face-to-face à l'Assemblée, au cadet de cette Assemblée, Flavien Termet, après les législatives? Je sais pas, il a eu raison de ne pas lui serrer la main. Parce que moi, je continue à considérer que le Rassemblement national n'est pas un parti comme un autre. Quand il véhicule une idéologie qui est raciste, qui est xénophobe, avec plein de candidats qui ont tenu des propos homophobes. Je considère que c'est pas un parti comme les autres et il a eu raison de ne pas lui serrer la main. Après, le petit côté de mano à mano, de je te dévisage d'en haut, bon, il y a un petit côté viriliste. Je lui ai posé la question. Il a dit quoi? Eh ben regarde. Parce que là, ce qu'il là. voyait, c'était le face-to-face. Ouais, mais je l'assume. Je vais faire quoi? Le mec, il me tend la main. Frérot, tu es d'extrême droite. Tu es un mec, je peux pas te blairer déjà de base. Qu'est-ce que tu me tends la main? Déjà, me tendre la main, c'est comme si tu me cherchais quelque chose. Qu'est-ce que tu me veux, en fait? Moi, je vais jamais voter une loi qui émane du Rassemblement national. Je ne les reconnais pas. Et quoi? Je vais te laisser. Tu peux être le cadet, le plus vieux, ou lui d'un milieu, ou 2 mètres, 6 mètres, etc. Moi, il y aura toujours le face-to-face, avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on vit. Moi, je vis. Pour lui, c'est une position d'attaque et non pas de défense. Bah, on est engagé dans une bataille et une course de fond avec le Rassemblement national. Et c'est clair que à la fin, ça va jouer entre eux et nous. Et de ce point de vue-là, il a raison, Seb, de dire, en fait, on peut pas les banaliser. C'est pas parce qu'ils portent des cravates qui sont plus acceptables dans la société ou moins dangereux.
Après, tu as plein de façons de faire. Moi, j'aurais pas fait un truc où je te regarde de haut, quoi. Bon, il se trouve que Sébastien, il fait quoi, 1m95, un truc comme ça. 2 mètres 120 kilos. Voilà, moi je fais 1m58 ou 9, je crois, je sais plus ce que j'ai mis sur ma carte d'identité. Et je fais 55 kilos, donc je suis pas le même gabarit, quoi. Donc moins impressionnant. Ouais, je suis pas le même gabarit. Quoique, si tu me mettais Jordan Bardella dans une piscine pour un match de water-polo, il a beau être beaucoup plus grand et beaucoup plus costaud que moi, je pense que je lui mets la misère. Un mot, plusieurs mots même sur les femmes du Parlement européen. Rima Hassan, la France insoumise, t'en penses quoi? Bah, elle a beaucoup de force. Rima, je me souviens d'elle quand elle avait hésité. De ce point de vue-là, on a un profil un peu similaire à s'engager en politique parce qu'elle avait conscience qu'à partir du moment où elle s'engagerait en politique, elle serait d'autant plus une cible, elle était déjà avant, mais elle serait d'autant plus une cible comme franco-palestinienne et qui porte haut et fort l'étendard et les couleurs du combat pour la Palestine libre, pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Et je trouve qu'elle a une force incroyable. Je sais que tu as eu l'occasion de la recevoir ici et qu'elle a longuement parlé aussi de la manière dont elle vit les attaques qu'elle subit au quotidien. Je sais qu'elle m'a dit aussi qu'être élue au Parlement européen, ça lui permet de prendre un peu de distance à Bruxelles maintenant et de moins être dans la folie et de la violence du quotidien. En fait, tu vois ton nom en trending topic un jour sur deux sur Twitter, tu es la cible de toutes les attaques pour ce que tu es, pour ta propre histoire. Et je peux vous dire que ça n'a rien enlevé à sa détermination, bien au contraire, et qu'ensemble, on va porter haut et fort les couleurs de la défense du peuple palestinien à l'heure où le massacre est sans fin et tous les jours, les images qui nous arrivent de Palestine sont horribles et c'est un massacre délibéré et c'est pour ça qu'on appelle ça un génocide. Le gouvernement d'Israël qui veut éradiquer la population palestinienne. Et on cherche à faire taire toutes les voix qui s'élèvent contre ça. Donc c'est dur. À chaque fois qu'on parle de la Palestine, tu peux être sûr que derrière, tu vas avoir un lot d'attaques, tu vas être repeint en antisémite, ce qui est extrêmement dur pour chacun d'entre nous, parce qu'on est des antiracistes profonds et que l'antisémitisme, en fait, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc c'est extrêmement grave. Donc on vous impute un délit. Voilà. Sarah Knafo? Écoute, je ne l'ai pas encore croisée au Parlement européen. À mon avis, elle va nous faire une Bardella que j'ai renommée Bardépala pour son taux de présence au Parlement européen. Et pour moi, c'est l'état pur de ce que tu fais de racisme et xénophobie. Donc moins je la croise, mieux je me porte. Marion Maréchal? Même à Kaby. Qui représente son propre micro-parti, je crois. Ouais, mais elles ont fait liste commune. Hein. Puis après, elles se sont reséparées. Ça ne m'intéresse pas, tous ces gens-là. Mais ça aide justement toutes ces femmes au Parlement européen. Elles ont des voix importantes pour faire avancer les discussions, les débats. C'est pas parce que tu es une femme que tu es progressiste et que tu défends le droit des femmes. C'est un bon exemple. Sarah Knafo et Marion Maréchal Le Pen, jamais tu vas les entendre défendre le droit à l'avortement. Et nous, on fait partie d'une génération où on est né avec le droit à l'avortement. Moi, je suis née, le droit à l'avortement était déjà légal, toi aussi. Et moi, en tant que femme, j'ai pas à me poser la question de mon droit à disposer de mon corps. Mais malheureusement, il y a des États en Europe où le droit à l'avortement est interdit. C'est le cas en Pologne. Donc tu nais comme une jeune femme polonaise et tu as une grossesse à laquelle tu n'as pas consenti et tu ne peux pas avorter. Donc tu ne peux pas choisir ce que tu fais de ton propre corps. Et quand je vois Marion Maréchal, elle a exactement le même âge que moi. Hein. Elle est née avec le droit à l'avortement qui est légal. Qui elle est pour dire aux Polonaises qu'elles n'ont pas le droit à disposer de leur corps? Qui elle est pour leur dire aux Polonaises qu'elles ne peuvent pas choisir ce qu'elles font de leur corps? Et moi, je suis sidérée quand je vois des femmes de mon âge, comme Marion Maréchal, qui s'attaquent au droit à l'avortement. Donc attention, c'est pas parce qu'on est une jeune femme qu'on défend le droit des femmes. Elle a une vision extrêmement rétrograde de la famille, du rôle de la femme dans une famille, de ton droit à disposer de ton corps. Je parle même pas des questions de consentement, de VSS, etc. Là, on est à des années-lumière. Au sujet du Parlement européen, il y a une vidéo qui a créé la polémique sur les réseaux sociaux. J'espère que tu m'en voudras pas d'en parler. En fait, tu me fais toutes les vidéos polémiques. Non, mais c'est une vidéo d'une accolade entre toi et Ursula von der Leyen qui date de juillet 2024, donc après la réélection d'Ursula à la présidence de la Commission européenne. Cette vidéo a été jugée comme surprenante parce qu'en 2019, tu l'avais vivement critiquée, en 2024 aussi. Hein. Sa candidature en dénonçant son bilan en tant que ministre de la Défense en Allemagne. Et beaucoup sur X, donc anciennement Twitter, disent que tu les bloques quand ils te remettent cette vidéo sur le réseau social. En fait, il y a
Alors, plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis une opposante ferme à Ursula von der Leyen. Je veux dire, mes faits et mes actes parlent pour moi ces 5 dernières années. Je l'ai combattue pied à pied. C'est moi qui ai demandé à ce qu'on reporte le vote parce qu'elle a été impliquée notamment dans les négociations avec Pfizer, donc le laboratoire pharmaceutique, pour des sommes astronomiques de contrats pour l'achat de vaccins. C'est moi qui l'ai combattu et qui ai dénoncé au sein de sa propre commission tous les scandales éthiques et notamment le Qatargate qui a été un scandale où des députés mais aussi des commissaires européens ont été plus ou moins impliqués de près ou de loin avec des valises d'argent versées par le Qatar. C'est moi qui ai combattu ces accords de libre-échange, qui ai combattu l'austérité budgétaire, toutes les coupes qu'on va faire dans les services publics. Je veux dire, tu ne fais pas meilleure première opposante et plus active à Ursula von der Leyen que moi, y compris là, sous ce mandat. Là, sous ce mandat au Parlement européen, donc on commence le mandat et il y a l'élection de la présidente de la Commission européenne. Je vais à la tribune et vous pourrez retrouver la vidéo, et je lui dis, Madame von der Leyen, sortez de votre tour de raie. Von der Leyen, elle touche plus de 30 000 € par mois. Qui elle est pour savoir le quotidien des Européens? Qui elle est pour savoir la réalité des gens qui galèrent à finir leur fin de mois? Qui elle est pour connaître la pauvreté qui ne cesse de grandir partout en Europe? Et je lui dis ça. C'est 4 vérités en face. Personne d'autre lui dit ça. Et ensuite, il y a l'élection. Je vote contre. On est le seul groupe au Parlement européen de gauche qui vote contre. Les Verts votent pour. Les socialistes, Raphaël Glucksmann, votent pour. Donc là aussi, mon vote parle pour moi, je vote contre. Et ensuite, ce qui se passe, donc il y a le vote, elle est élue, et je suis présidente de groupe au Parlement européen. C'est-à-dire que je préside le groupe de la gauche, qui est un groupe de 46 députés, de 17 nationalités différentes, donc je représente tout ce groupe politique-là. Et Ursula von der Leyen vient à ma rencontre, puisqu'elle salue les présidents de groupe, elle salue tous les présidents. Elle vient à ma rencontre, donc je lui tends la main en lui disant « je la combats », et je suis une républicaine et une démocrate. Donc, elle n'est pas d'extrême droite, Ursula von der Leyen, je lui serre la main, et en lui disant je continuerai à vous combattre. Et elle me regarde, et elle me dit, après ce que vous m'avez mis dans la gueule, vous pouvez me faire une accolade. Et elle me fait une accolade. Qu'est-ce que j'allais faire? La rejeter, la jeter par terre? Est-ce que ça veut dire que je soutiens Ursula von der Leyen? Non, bien sûr que non. Et après, il ne faut pas être dupe de ce qui s'est passé. L'extrême droite, Jordan Bardella spécifiquement, a coupé cette vidéo et a dit « Regardez comment Manon Aubry est une soutien de von der Leyen ». Ah bon? Comment? Donc une façon de te décrédibiliser. Mais bien sûr. Une volonté peut-être. Une volonté délibérée. Et donc ensuite, tu as des gens qui vont aller reposter systématiquement en disant « Regardez, c'est une vendue ». À quelle heure? Qui d'autre au Parlement européen que moi a dénoncé tous les lobbies? Qui d'autre que moi? J'ai proposé un truc qui a fait beaucoup de débat aussi dans la campagne des élections européennes. J'ai proposé d'interdire les rémunérations annexes. C'est un truc tout simple. Mais tu as un député sur 4 au Parlement européen qui touche de l'argent en plus de ses indemnités d'élus. Tous les députés qui s'en mettent plein les fouilles et qui ne rendent de compte à personne, si ce n'est plus aux électeurs qui les élisent, mais à ceux qui les payent, aux lobbies qui les payent. J'ai proposé ça. Je suis la seule à défendre ça. Je suis la seule à vouloir faire le ménage dans les institutions. Je suis la seule parce qu'au fond, tu sais ce qui se passe au Parlement européen, c'est un peu opaque, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau sur Ursula von der Leyen, etc. Mais pour moi, tu vois, c'est ça aussi qui mine la démocratie européenne. Il y a un truc que je dis souvent, et on se moque de moi en disant « mais tu répètes ça », mais je trouve que c'est une bonne image qui représente bien. Les lobbies, c'est comme les vampires, ils détestent la lumière. Donc ce qu'il faut faire, c'est braquer un coup de projecteur sur ce qui se passe. Et ça dérange. Et je les dérange. L'extrême droite, je vais les déranger parce que je vais raconter ce qu'ils font au Parlement européen. C'est moi qui ai renommé Jordan Bardella Bardépala parce qu'il a déposé 21 amendements en 5 ans alors que j'en ai déposé plus de 4500. C'est moi qui vais dire quand ils votent contre le droit à l'avortement. Ça les dérange? Tant pis pour eux. Ils veulent me caricaturer? Tant pis pour eux. Tous ceux qui s'intéressent vraiment à ce que je fais au Parlement européen, ils verront que moi je suis une opposante, pas de pacotille. Je respecte la démocratie, je salue Ursula von der Leyen, mais je vais continuer à me proposer, mais sans détour à elle dans les 5 prochaines années. Et je pense que mon bilan de ces 5 dernières années parle bien pour moi. Donc s'il y en a qui se sont fait avoir, maintenant vous avez l'histoire, vous pourrez le raconter. Et puis pour les trolls, continuez à troller, ça ne m'atteindra pas. Merci Manon Aubry. Merci à toi. Pour cette interview. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les 5 prochaines années de mandat à venir? Alors à titre perso, la victoire de mon équipe au championnat régional de water-polo. Ok. Et à titre politique, tiens, puisqu'on a beaucoup parlé de la question du consentement aujourd'hui, qu'on arrive à gagner pour de bon cette fois-ci le changement de la définition du viol
droit français et le droit européen pour intégrer la notion de consentement. Et je pense que ce sera une belle victoire pour toutes les femmes, mais pas uniquement, vous l'aurez compris. C'est un combat aussi pour l'harmonie de la société et contre les violences sexuelles et sexuelles. Et je pense qu'on aura fait un énorme pas. Et je serais ravie de revenir et d'expliquer ce que ça change dans la vie de tous les jours. J'espère que nous pourrons avoir très prochainement donc cette discussion autour de cette thématique et de ce sujet central. Manon Aubry, on te retrouve sur tes réseaux sociaux, hein, que ce soit Instagram ou X, c'est Manon Aubry FR. Ouais, tout comme simplement. France. Voilà. Et TikTok aussi. Et TikTok. Ah, il y a TikTok. Bah ouais, t'as pas regardé? Manon Aubry FR. Ouais, je crois que c'est Manon Bon, de Aubry. toute façon, on tape Manon Aubry, ouais, on te c'est ça, retrouve de vous partout. trouvez, mais oui, c'est Voilà. Manon Aubry FR aussi sur Merci, TikTok. merci beaucoup Manon Aubry pour Merci à cette toi de intervention. l'invitation. Nous, on se retrouve très prochainement avec un nouvel élu de la République, j'espère, pour continuer d'apporter une grille de lecture différente. Bye bye, ciao.